l'invité de la matinale. KTO Radio. 17 jours après la mort du pape François, les normalement 133 cardinaux électeurs prévus devraient entrer demain en conclave pour élire le 260e pape de l'histoire de l'Église, enfermé entre la résidence Sainte-Marthe où ils logeront et la chapelle Sixtine où ils voteront. Un conclave qui va s'inscrire dans une longue histoire du Moyen-Âge à nos jours. On prend les lunettes de l'histoire ce matin pour regarder les moments marquants des conclaves avec Yves Chiron qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et notamment auteur du livre Les 10 conclaves qui ont marqué l'histoire aux éditions Perrin, publié en fin d'année dernière. Alors Yves Chiron, d'où vient cette méthode du conclave pour élire un pape ? Si vous voulez, les élections pontificales, évidemment, une longue histoire. Pour aller vite jusqu'à l'institution du conclave, dans les premiers siècles, bien sûr, on est limité à une désignation qui se fait à Rome, par le clergé de Rome et par les fidèles. Donc on est dans, on va dire, le consensus, sans qu'il y ait vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un vote. Et puis ensuite, les conditions vont être davantage strictes et définies parce que une fois que l'Empire devient chrétien, la tentation des empereurs et des souverains qui les ont suivis a été d'influencer, sinon d'imposer leurs candidats. Donc on va arriver assez vite au 8e siècle à une règle qui est admise par tous, que seul le clergé de Rome peut élire le pape. Donc il n'est plus question que les fidèles ou les autorités temporelles de Rome s'immiscent dans ces élections. Autre étape en 1059 avec Nicolas II, là on restreint aux seuls cardinaux le pouvoir d'élire le pape, même si les empereurs continuent à essayer de s'immiscer dans ces affaires-là. Et puis on s'achemine avec Alexandre III, donc là on est au XIIe siècle, à une règle qui existe toujours aujourd'hui, et qui stipule que parmi les cardinaux, donc qui sont les seuls électeurs, donc ces cardinaux élisent le pape, mais ce pape ne peut être élu que s'il obtient 2/3 des voix des cardinaux. Donc c'est une majorité non pas simple mais large pour assurer un consensus, éviter les contestations. Et enfin avec Grégoire X, donc avec la constitution de 1274, là on a la mise en place réelle officielle du conclave, c'est-à-dire de l'espace restreint, conclavé, donc fermé, où les cardinaux se réunissent pour désigner le pape et où ils ne sortent qu'une fois le pape élu. Quel est le sens de cet enfermement ? Eh bien justement pour à la fois que les cardinaux soient protégés des interférences extérieures, que ce soit un souverain ou même la population qui fait pression sur eux pour faire élire tel cardinal plutôt que tel autre. Et puis l'idée que, en étant reclus dans un espace, l'élection pourra être peut-être plus rapide. Ce qui s'est avéré généralement vrai, mais pas toujours. Et depuis quelle époque l'élection du pape est davantage vécue, comme on l'entend encore pour ce conclave, comme un acte spirituel et liturgique et moins politique ? On parle d'ailleurs aujourd'hui de célébrer un conclave aujourd'hui. Oui, effectivement. Je pense que dès que des règles ont commencé à être fixées, on est sorti de la désignation plus ou moins contestable à la désignation du successeur de Pierre. Et donc on a, je pense assez tôt, avant même la création du conclave proprement dit, on a un rite qui se met en place. Et aujourd'hui, il y a toujours un rite, donc l'ordo conclavis, qui existe bien et qui est suivi à la règle, avec bien sûr la constitution sur l'élection du conclave du pape Jean-Paul II. Mais c'est effectivement d'abord un acte liturgique, et je dirais un exercice spirituel,
même si les médias, en leur grande majorité, voient ça comme une compétition qui ressemblerait à une élection politique. C'est la raison pour laquelle également les cardinaux invitent les fidèles à prier pour eux avant le Oui. conclave et pendant le conclave. Yves Chiron, le système actuel a notamment pour objectif, vous l'avez dit, d'empêcher les ingérences extérieures et les pressions en tout genre. À quelle époque ces ingérences étaient-elles les plus importantes? Si vous voulez, il y a différents moments, effectivement, hein. Vous avez, dès l'époque impériale, donc l'Empire chrétien après Constantin, les empereurs qui ont comme moyen, si on peut dire, de pression, d'imposer que le pape élu euh, ne sera juridiquement et incontestablement pape qu'une fois qu'il aurait été reconnu, approuvé par les autorités civiles, donc par l'empereur. Donc ça limite quand même la liberté Hmm. du conclave. Les empereurs du Saint-Empire romain germanique ont continué, si on peut dire, dans cette voie, c'est ce qu'on appelait le privilège ottonien. Et là, le pape Nicolas II, donc en 1059, a imposé que ce privilège cesse et que les papes n'aient pas besoin de la reconnaissance de l'empereur pour commencer à diriger l'Église. Et Mais on a oui. eu après effectivement le droit de veto qui s'est imposé de l'extérieur. Donc les papes n'ont jamais reconnu ce droit, mais l'ont subi, si on peut dire, l'ont accepté de façon passive pendant quand même plusieurs siècles, en gros de la fin du XVIe jusqu'en 1903, où là on avait trois puissances bien spécifiques qui se targuaient de leur ancienneté dans la foi catholique, donc l'Espagne, la France et l'Autriche-Hongrie, donc qui se sont attribués, on peut employer le terme parce que c'est ça, hein, le droit d'intervenir dans une élection en mettant un veto, c'est-à-dire une opposition à tel cardinal en particulier parce que il avait des orientations politiques qui leur déplaisaient. Et à l'élection de 1903, donc c'est à la fois ancien mais assez récent quand même, au regard de toute la longue C'est histoire de récent, oui. l'Église. En 1903, l'Autriche-Hongrie sort son veto contre un cardinal, Rampolla, qui lui déplaisait pour différentes raisons. Et donc ce cardinal, finalement, ne sera pas élu, même s'il n'est pas exclu du conclave, il perd des voix suite à ce veto. Et finalement, c'est un autre qui est élu, le pape Sarto, enfin le cardinal Sarto, qui deviendra Saint-Pie X. Et ce pape, justement, qui a accepté l'élection, mais qui a été évidemment choqué par cette intrusion de l'Autriche-Hongrie, prend, dès qu'il est élu, une constitution pour interdire, mettre fin à ce droit de veto, mettre fin aux ingérences des puissances temporelles dans le conclave et stipuler que toute intervention extérieure Hmm. serait punie par l'excommunication et que l'élection serait considérée comme invalide. Donc depuis 1903, il n'y a plus d'ingérence extérieure acceptée et possible pour le conclave. Et les cardinaux ont d'ailleurs interdiction de révéler les circonstances de l'élection. Ce qui se passe pendant le conclave reste entre les murs de la chapelle Sixtine. Pourquoi est-ce un vote secret? Justement pour éviter ensuite les querelles euh, à la fois sur qui a voté pour qui et sur l'élu. Supposons, et ça c'est dans le passé que ça puisse produire, un pape qui se révèle être catastrophique ou scandaleux, on pourrait accuser les cardinaux un tel d'avoir voté pour celui-là, de l'avoir favorisé, voire d'avoir voté pour lui contre de l'argent, ce qu'on appelait la simonie, hein. Donc avec le secret absolu sur qui vote pour qui et sur les conditions de cette élection, on arrive à une plus grande indépendance, une liberté de vote des cardinaux. C'est pas pour cacher, c'est pour garantir la liberté et l'indépendance. Depuis le décès du pape François jusqu'à l'entrée en conclave, tous les cardinaux se réunissent chaque jour au sein de congrégations générales. Ces rencontres Et, qui permettent aux cardinaux électeurs de mieux se connaître et de dégager des tendances. Depuis quand cela existe? c'est on va dire que ça s'est fait naturellement à partir du moment où, et ça date du XIIIe siècle avec Grégoire X dont on a déjà parlé,
pour éviter les inconvénients qu'il y avait à ce que des cardinaux arrivent sur le lieu de l'élection une fois l'élection faite parce qu'ils habitaient très loin. Grégoire X stipule dans sa constitution qu'on ne procédera à l'élection du pape que 10 jours après son décès, et non pas dans l'immédiat comme ça pouvait se faire dans le passé. Et donc faire en sorte que ceux qui sont dans des pays lointains aient le temps d'arriver à Rome ou dans la ville où se déroule l'élection. Et donc à partir du moment où le pape meurt, on a un rite liturgique de 9 jours, et puis 10 jours avant l'élection du pape, on a forcément des papes qui sont sur place parce qu'ils appartiennent à la curie ou qui arrivent progressivement, qui se réunissent pour discuter entre eux. Et donc ça, c'est une règle qui est observée, avec aujourd'hui 15 jours entre l'élection, enfin entre la mort du pape et l'élection. Et donc on a effectivement des congrégations générales qui sont très importantes. D'abord pour que les cardinaux se connaissent entre eux, puisque leur nombre est de plus en plus important, beaucoup ne se connaissent pas, et aussi puissent discuter librement des grands problèmes qui leur semblent se poser, des perspectives qui s'imposent, mais en considérant que il faut surtout pas considérer que dans ces congrégations générales, des cardinaux se portent candidats ou que des programmes soient définis ou que des noms soient avancés. C'est pas une campagne électorale telle qu'on connaisse les démocraties. C'est une concertation, une réflexion commune, un débat, parce qu'il peut y avoir des opinions contradictoires, mais ça reste un moment très important et qui prépare l'élection proprement dite avec l'entrée en conclave. Et une dernière question, Yves Chiron, pour conclure cette interview. Ça va vite, on aurait plein de questions à vous poser, mais vous qui avez épluché l'histoire des conclaves, est-ce qu'il y a un conclave extraordinaire qui ressort à vos yeux ? Je dirais que ça dépend de quel point de vue on se place. D'un point de vue historique, avec les intrusions des puissances étrangères qui mettent des vétos, qui empêchent parfois un saint cardinal d'être élu, ça s'est passé, ou alors des conclaves où très rapidement un nom s'impose. Oui, c'est le cas avec Pie XII en 1939, dans un contexte historique très particulier, avec la guerre qui menace, la Deuxième Guerre mondiale. Un cardinal Pacelli qui a été le secrétaire d'État de Pie XI, qui a eu un rôle important dans ce pontificat de Pie XI, notamment en collaborant à des encycliques contre le nazisme, contre le fascisme, que Pie XI a désigné plus ou moins comme son successeur le plus souhaitable, et qui est élu effectivement très rapidement, puisqu'il est élu avec 3 scrutins, donc 3 votes. Et donc en 2 jours l'élection est faite à une large majorité. Donc c'est un pape qui a fait démentir l'adage que qui entre pape au concile en sort cardinal. Lui, il est entré comme le plus possiblement pape, et il en est sorti pape. Et on verra donc ce qu'il en est à partir de demain pour l'entrée en conclave à Rome. Merci Yves Chiron pour ces explications et ces anecdotes qui vont nourrir notre lecture des prochains jours et un peu notre imaginaire aussi. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Les 10 conclaves qui ont marqué l'histoire, aux éditions Perrin. Encore merci à vous et bonne journée. Je vous remercie.